réindustrialiser notre pays, ça passe par 70% par le renouveau du tissu industriel existant. Ouais. On le modernise. Mais ça passe aussi par 30% par des nouvelles implantations industrielles et notamment toute la dynamique autour des startups industrielles que l'on accompagne beaucoup. Donc voilà, j'accueille Paul qui va nous rejoindre et qui illustre parfaitement ce monde de l'innovation chez BPI France. Et puis notre premier invité, Sébastien Gravier, voilà, patron de Vulcam, suivi par la ADR Grenoble. Voilà, je ne me trompe pas cette fois-ci. Tout à fait. Bienvenue. Bienvenue à vous deux. Cher Paul, je te laisse la main et puis je te laisse interviewer notre premier invité. Merci à vous. Moi, je suis très content d'être là ce matin parce que je revois Sébastien en réel depuis 10 ans. J'étais, il y a 10 ans, ça fait un peu vieux con, mais à portes ouvertes de la SAT et il y avait à côté de la gare plein d'entrepreneurs qui présentaient leurs projets. Et je me rappelle très bien, il y avait Sébastien derrière un petit présentoir et je me suis dit, tiens, il y en a un qui vend des bijoux, c'est quand même bizarre pour la deep tech. Et après discussion avec Sébastien, il va vous expliquer que le chemin qui a été parcouru. Donc, une étape importante. Sébastien, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots en fait, les débuts de l'aventure? Tu étais chercheur, comment tu as créé ta boîte, tes réussites et tes difficultés au démarrage donc, de cette belle entreprise qui est devenue Vulcam? Ouais, je peux essayer de résumer ça. En quelques mots, déjà, tu l'as bien exprimé. Là, il y a une question de longueur dans l'industrie et c'est d'autant plus vrai dans le deep tech. Et ça va depuis la volonté de transiter de chercheurs à entrepreneurs. Et c'est également vrai par la suite, la mise en forme de toute cette industrie. Donc déjà Vulcam, 2 mots pour situer l'histoire. Vulcam, c'est une entreprise de métallurgie, donc on est plutôt classé vieille entreprise, mais dans la réalité, c'est très deep tech dans le sens où on a développé des nouveaux matériaux qui sont des matériaux où on a complètement cassé la structure atomique de l'existant. Et en faisant ça, on a modifié les propriétés de la matière. Et donc, on a des matériaux qui sont 3 fois plus performants que ce qui existe et qui s'adressent de manière progressive au monde de l'horlogerie, parce que dans l'horlogerie, il y a de l'argent et puis la réglementation n'est pas trop lourde, au monde de l'instrumentation médicale, parce qu'on peut miniaturiser tout ce qui touche à la chirurgie, donc limiter l'impact sur les patients. Le spatial aussi, même si les temps sont un petit peu plus longs. Et puis derrière, il y a d'autres marches qui seront à franchir dans un second temps. Donc ça, c'est Vulcam. En ce qui concerne le passage de chercheur à entrepreneur, il y a une vraie difficulté, mais qui, de mon point de vue, est une difficulté psychologique. Un chercheur, c'est quelqu'un qui prend des idées complexes, qui les manipule pour gérer quelque chose de compliqué, mais qui est focalisé. À l'inverse, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend plein d'idées, qui sont un peu moins complexes, mais par contre qui doivent être appliquées à quelque chose de plus vaste. Donc, finalement, intellectuellement, il n'y a pas une difficulté folle, de mon point de vue, à passer de chercheur à entrepreneur. C'est plutôt un état d'esprit, une capacité à rassembler les gens, une capacité à tirer derrière soi des personnes vers un projet, une capacité à garder une boussole et avoir la bonne direction. Et dans ce cadre-là, la BPI nous a beaucoup aidés dès le début. Alors, on est passé par la SAT, qui m'a permis de faire cette transition petit à petit, à mon corps défendant, je dirais, entre chercheurs et entrepreneurs. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ça y est, je suis mature, et puis allons-y, de toute façon, il faut y aller. Et puis derrière, la BPI a bien pris le relais avec tous les différents outils que Nicolas a bien décrits. On a commencé par le projet iLab. Ensuite, on a enchaîné par Deep Tech. Ensuite, on a enchaîné par le préamorçage, tout ça a permis de faire des effets leviers bancaires qui sont absolument non négligeables également. Petit à petit, on est avancé jusqu'à une première levée de fonds qui nous a permis, déjà ça nous a permis de faire des preuves de concept, ensuite la première levée de fonds, et puis derrière, les choses s'enchaînent petit à petit avec des augmentations de la taille des équipes, avec tous les petits soucis du quotidien de l'entrepreneur couplés aux soucis techniques de l'industrie. Mais on est bien accompagné et en prenant les choses une par une, python par python, comme le disait Nicolas, c'est une très belle analogie. Python par python, on arrive à franchir les étapes sans se casser la figure et je suis très fier de pouvoir dire que non seulement c'est possible et qu'il faut y aller, quoi. Super, merci Sébastien. Et du coup, là, tu as décidé, il y a quelques mois, avec, je pense, ton conseil d'administration, de lancer un outil industriel. Ce n'est pas tout à fait commun si on parle de la métallurgie, puisque tu restes, tu l'as dit, dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui a conduit à cette décision ?
Oui, je pense que pour se lancer là-dedans, il faut être un peu fou. Et la folie fait pas de mal, tant qu'elle est contrôlée. Donc il y a un peu de folie quand même là derrière. Et puis derrière, c'est lié à une opportunité et puis une vision du business. La métallurgie, c'est un vieux secteur. Nous, on la révolutionne complètement sur plein d'aspects. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur l'existant pour faire ce qu'on fait. Donc il y a une nécessité d'avoir les moyens de production, les moyens de fabriquer les choses. Donc il y a une nécessité quelque part qui est cachée là derrière. Et ensuite, il y a une opportunité qui est liée à un contexte. L'opportunité, c'est que finalement, le fait de maîtriser de la matière et d'aller jusqu'au bout de la chaîne de valeur, ça permet de capter la chaîne de valeur. Et donc d'optimiser la valeur ajoutée de l'entreprise quelque part. Et en parallèle de ça, il y a un autre aspect qui est vraiment écologique, c'est que le fait de faire du début à la fin, ça permet de ne vendre que la matière qui correspond à la pièce finale. Et tout le reste, on a une traçabilité parfaite et on peut recycler. Donc on économise énormément de ressources et de matières premières tout en ayant une traçabilité parfaite de tout ce qu'on fait. Donc il y a un espèce de double aspect. Il y a une forme de nécessité, il y a une forme d'opportunité, il y a une forme d'aspect business qui est caché derrière. Et puis un peu de folie là-dedans, parce que se dire qu'on va acheter des métaux purs, faire la métallurgie, concevoir les machines, développer les matériaux, aller jusqu'au bout, bah, il faut oser. Et encore une fois, il faut des bons partenaires. Et on a fait une belle levée de fonds en début d'année qui nous permet d'avancer. Et d'ailleurs, la BPI, via le fonds SPI, est rentrée au capital en début d'année du cas. Super. Et donc, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu en es concrètement dans ce projet? Et puis, quels sont tes futurs challenges dans les mois et les années qui viennent? Concrètement, oui, je peux. Grosso modo, on est une petite quarantaine maintenant de personnes. On s'est professionnalisé en termes de recrutement et en termes de management global. Donc, il y a vraiment une transition entre une équipe qui était plutôt R&D à la base et puis qui se tourne vers l'industrie. Donc, il y a une histoire de management et ça, les RH ne sont pas du tout à minimiser dans ce genre de pivot finalement, hein. On a l'argent pour avancer. On pose la première pierre de notre usine en janvier à Grenoble. Donc l'usine sera opérationnelle 12 mois plus tard. Et en parallèle de ça, il y a toute la montée en cadence industrielle. Donc c'est bien beau d'avoir un bâtiment, mais derrière, il faut mettre les choses dedans. Donc on est déjà en train de concevoir, voire de fabriquer, voire d'avoir internalisé, alors suivant ceux dont on parle, mais en tout cas les moyens de production qui vont rentrer dans l'usine, dans une ligne qui pour le coup sera au standard actuel et permettra de monter en cadence. Derrière, il y a l'aspect quand même, il y a les risques associés parce qu'il faut pas les voiler. Les risques, c'est la maturité technologique. Il faut que la maturité technologique monte suffisamment vite. Et en parallèle de ça, il y a un problème de momentum parce que il faut que la maturité business monte en même temps. Il ne faut pas que le business arrive trop tôt parce que sinon on risque de perdre des clients. Il ne faut pas que le business arrive trop tard parce qu'à partir du moment où on a l'usine, on a des problèmes de coûts fixes qui explosent. Et donc, il faut réussir à faire coïncider le business et puis la montée en cadence industrielle, tout en gérant les notions de coût, de qualité, de délai. Voilà, donc il y a tout un ensemble de choses à faire marcher ensemble. Et je pense que la difficulté qui nous attend, elle tourne autour de ça principalement. Ok, super. Et alors, est-ce que tu peux nous lancer ton cri du cœur, en fait, Sébastien? En fait, pourquoi tu crois à la réindustrialisation? C'est quoi le moteur profond qui te fait y croire, au fond, à ce grand pari collectif qu'on est en train de porter? Déjà, c'est une nécessité. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. À un moment donné, la souveraineté, elle est liée à la maîtrise des objets physiques. Il n'y a pas que le digital, il n'y a pas que le numérique. De toute façon, le digital et le numérique ne se basent que sur des objets physiques. Sans la maîtrise des objets physiques, on n'y arrivera pas. Et pour maîtriser les objets physiques, il faut avoir de l'industrie. Donc je pense que c'est une nécessité et il faut regarder les choses en face. Il y a un challenge à relever. Ensuite, est-ce qu'on est en mesure de le faire? De mon point de vue, oui, pour à minima 3 raisons. Allez, je vais rajouter la BPI. La première raison, c'est qu'on a les compétences. On a quand même des très bonnes écoles, des très bons ingénieurs qui sont reconnus au niveau mondial et qui se font d'ailleurs débaucher par pas mal de pays. Ça veut dire qu'on a les compétences intellectuelles pour pouvoir le faire. On a les moyens, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par l'État, via la BPI notamment, pour y arriver. Et un autre sujet qui est quand même important dans le contexte actuel géopolitique, on a l'énergie. Et si on se positionne en Europe, le fait d'avoir l'énergie nucléaire, c'est un avantage qui est énorme, de mon point de vue, dans les années à venir. Et il ne faut pas le mettre de côté. Le fait d'avoir de l'énergie et de ne pas être dépendant d'autres États par rapport à l'énergie,
c'est nécessaire pour l'industrie, même si on essaie de l'optimiser, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut la gâcher. Fabriquer nécessite de l'énergie, on peut faire les choses mieux que beaucoup d'endroits dans le monde. On a l'énergie, on a les compétences, on a la volonté, on a les moyens. À partir de là, il n'y a plus qu'à y aller, quoi. Mais il n'y a plus qu'à y aller. Donc voilà. Et on a la BPI. Et on a la BPI. T'as oublié. Voilà. J'ai dit les financements. Les financements, c'était lié à la BPI pour moi. Et un petit mot spécial aux équipes de Grenoble, effectivement, qui suivent Vulcam depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc merci Sébastien d'avoir été là, parce que en fait, je crois que tu as dit au travers de ton expérience un peu tout ce qu'on porte sur le plan start-up et PME industriel, en tout cas sur la composante start-up, qui est une des composantes où on voit ce continuum qu'on est en train de créer entre le chercheur que tu étais et l'entrepreneur que tu es devenu et l'industriel que tu deviens, qui est en fait cette première filière que, au fond, l'innovation est en train d'apporter sur l'innovation de rupture. Et puis, on a cette deuxième jambe qui est tout aussi importante sur les PME existantes, où on voit bien qu'il faut qu'on revienne au contact et qu'on les aide aussi à retrouver le chemin de l'innovation et donc de la réindustrialisation dans la même approche que tu as citée dans d'autres domaines. Donc, merci encore, Sébastien, et on se revoit du coup dans 10 ans avec plein d'usines Vulcam un peu sur toute la France, du coup, en fait. De toute façon, c'est le programme. On sera là. À bientôt, en tout cas. Merci Un à beau toi. programme. Merci beaucoup à vous deux. Merci.